Je serais parfaitement incapable de vous le dire et je ne ferai absolument aucune prévision. Selon le dernier sondage qui est sorti ce matin dans la presse, le oui et le non sont à peu près aux alentours de 43,5 et 44,2, donc moins de 1,5 de différence et puis il y a 17% d'indécis. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est le pire des scénarios en fait. C'est un pays divisé en deux, il n'y a pas de bonne solution, il y a le choix entre une mauvaise solution et une mauvaise solution. Et le pire de toute cette histoire, c'est qu'un accord, bien sûr, va être trouvé, les Grecs en sont convaincus, mais que la division qui est en train de se mettre en place dans le pays, eh bien, elle restera. Et je ne sais vraiment pas comment le pays pourra la dépasser. Mais c'est une surprise pour vous, pour les observateurs, et y compris même pour le gouvernement, cette division, le fait que le scrutin, au fond, ait l'air si difficile à trancher? Je ne sais pas pour le gouvernement, mais pour moi, oui, c'était une surprise parce que à l'annonce du référendum, on était à beaucoup plus que 60%, entre 60 et 70% selon les sondages qui circulaient en faveur du non, qui correspond en fait au nombre de Grecs qui, aux élections du 25 janvier, ont dit non. Pas uniquement ceux qui ont voté Syriza, mais ceux qui ont voté non à l'austérité dans différents partis. Donc c'était à peu près logique vu que l'austérité s'est continuée. Et puis il y a eu la fermeture des banques. Il y a eu ici en Grèce une grande campagne menée par des médias extrêmement hostiles à Alexis Tsipras. Il y a eu les phrases sibyllines lâchées par la Commission, M. Schäuble, Mme Merkel, M. Dijsselbloem disant ça va être le chaos, il n'y aura pas d'argent, vous serez tout seul, on vous abandonnera. Il y a eu un effet peur. Et c'est ça le pire, c'est qu'un référendum, en fait, c'est quoi? C'est on se pose dans un débat. Pour discuter d'une question, il faut un débat serein et calme. Et là, on a un débat qui se fait dans l'urgence, côté gouvernement grec, et sous une menace, sous une totale asphyxie financière côté créancier, et une menace de la part de l'ensemble des médias, comme quoi la Grèce va sombrer dans le chaos, elle sera jetée en enfer, elle ne pourra pas sortir, bref... On prend une carte, on voit que la Grèce n'a pas de lien géographique avec l'Europe, eh bien elle sera coupée, il n'y a plus rien. On est à beaucoup de niveaux dans une désinformation totale. Un exemple, vendredi soir, Alexis Tsipras annonce le référendum vers minuit, 1h. Grande surprise, il y a une grande partie de gens qui se sont rués vers les distributeurs. Mais samedi midi, samedi milieu d'après-midi, c'était fini. C'était fini, il n'y avait même pas de contrôle de change mis en place. Mais il y a eu des déclarations rassurantes. Eh bien, il y avait encore des images, il y avait encore des gens qui disaient dans les presses internationales et la presse grecque aussi, c'est la panique, on vide les supermarchés, on fait la queue devant les essences. Il y a eu des gens qui ont fait la queue devant l'essence pour prendre de l'essence. Il y a eu des gens qui ont tiré de l'argent. Mais il n'y a pas eu des gens qui ont pris d'assaut des supermarchés. C'est faux, c'est totalement faux. Alors, nous allons revenir ici à Paris, Angélique Kouronis, pardonnez-moi de vous couper. Ce qu'Angélique Kouronis évoque en disant c'est une campagne de désinformation qui est en cours en ce moment en Grèce, notamment pour, entre guillemets, faire peur aux Grecs qui voudraient éventuellement voter non à ce référendum. Roland Quérol, ça veut dire qu'il y a une dynamique aujourd'hui en faveur du oui? C'est très difficile à dire parce que il y a eu en effet un certain nombre de sondages soit contradictoires, soit qui traduisent une dynamique. C'est ça qui n'est pas très clair, parce que je pense que les sondeurs grecs sont devant une vraie difficulté, d'une opinion qui n'est pas fixée, qui bascule. Au fond, s'il y avait eu deux questions, est-ce que vous êtes pour le maintien dans l'Union européenne et dans l'euro, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous êtes contre l'austérité? C'était simple. On avait 75% dans les deux cas. Là, cette question qui pose en effet toutes les questions qu'Angélique Kouronis a posées, ça met les gens dans un embarras. Et donc vous avez à 24 heures d'intervalle un sondage qui donne 10 points d'avance au non et un autre qui donne 1 point d'avance au oui. Ça ne veut pas dire que dans la journée, il y a eu 11 points de bascule. Ça veut dire que probablement les sondeurs sondent sur quelque chose de mouvant, qu'il est aujourd'hui impossible de faire le moindre pronostic. Mais ça a l'air d'être une surprise pour vous. Est-ce que c'est aussi une surprise le fait que l'opinion soit aussi partagée sur ce scrutin, Georges Prevlakis? Non, ce n'est pas une surprise. On voit que ça, c'est très inquiétant, une très forte polarisation. Mais je pense que le plus grave, c'est que la manière dont ces référendums a été conçu
Et surtout la rapidité, parce que Mme Kourounis a tout à fait raison, que le référendum doit se faire dans une ambiance de sérénité, afin que les gens se comprennent. 9 jours, hein. 9 jours de campagne, c'est court. Oui, mais ça c'est quand même, ça veut dire, je pense que si on avait 2 ou 3 semaines, là on aurait pu avoir un débat quand même approfondi, et là on aurait pu avoir une réponse. Ensuite, pour les sondages et les sondeurs, évidemment, c'est très compliqué, je pense, parce que d'un côté, il y a beaucoup de confusion, parce que les gens n'ont rien compris, hein, si vous vous rendez compte, dans la campagne, etc., ils ne comprennent rien de tout ça. Et ensuite, parce que leurs réponses peuvent être conditionnées par la peur. Donc, on ne dit pas obligatoirement ce qu'on va vraiment faire. Vous voyez, donc comment sonder dans cette... je pense que c'est un problème... scientifique très difficile à résoudre. Donc je pense que les sondages ne peuvent pas nous aider à voir dans quel sens on évolue. On peut lire la question, on se fait un petit plaisir, parce que la question elle est compliquée. Hein. C'est acceptez-vous le projet d'accord soumis par la Commission européenne, la BCE et le FMI lors de l'Eurogroupe du 25 juin 2015 et composé de 2 parties qui constituent leur proposition unifiée. On dit oui ou on dit non? Ça va compliquer. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'à la place d'avoir, comme d'habitude, 2 bulletins, un pour le oui, un pour le non, tout est sur une feuille, avec le non quand même au début, et ensuite avec, si vous voulez, la réponse qui est souhaitée par le gouvernement, qui est exprimée par ces mots d'une extrême puissance émotionnelle pour les Grecs, qui est le non. Parce que le non, c'est quoi? C'est la réponse de la Grèce à l'Italie, quand l'Italie, en octobre 1940, demandait à la Grèce de lui céder son territoire. Et donc, c'était la réponse extrêmement courageuse du Premier ministre, etc. Donc, le non pour les Grecs a une signification symbolique très forte. Donc, un Grec, automatiquement, il a tendance à dire non. Alors, ce qui est intéressant depuis quelques heures, parce que les choses bougent beaucoup sur le dossier grec, c'est qu'on a entendu Varoufakis, donc le ministre de l'économie et des finances, nous dire de toute façon un accord est en vue, que la réponse soit oui ou soit non, après nous avoir dit éventuellement qu'il démissionnerait si la réponse n'était pas celle pour laquelle il fait campagne, à savoir si c'était oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça ? Non, moi, je crois qu'il y a 3 enjeux en ce moment. C'est-à-dire que d'abord, le gouvernement grec, il faut qu'il trouve assez vite un accord et qu'il sorte de l'incertitude, parce qu'on est dans la période touristique, sur un revenu sur une production en Grèce qui représente 180 milliards d'euros. Le tourisme, c'est 40 milliards d'euros. C'est pratiquement 25% de l'économie grecque. Si on loupe cette saison touristique, le pays, qui est, le moins qu'on puisse dire, en situation délicate, va être véritablement là en situation de déroute et de faillite généralisée. Le deuxième élément, c'est quand même que la population, on ne sait pas ce qu'elle va voter, mais elle a voté avec les pieds, en tout cas avec le distributeur automatique de billets. C'est-à-dire que la masse monétaire en billets en Grèce maintenant vient de dépasser les 30 milliards d'euros, pour autant qu'on puisse le savoir, sur une économie, encore une fois, qui fait 180 milliards d'euros. C'est-à-dire c'est pratiquement 20% de l'économie qui est en billets, alors que dans une économie normale, c'est 5 à 6% de l'économie qui est en billets. Donc la population grecque, elle se protège contre une situation et contre des décisions qui, je pense, lui paraissent extrêmement dangereuses. Le troisième élément dans ce qui se passe, c'est que effectivement, l'accord est à portée de main. Pourquoi? Parce que je pense que le gouvernement grec, il est prêt à signer, par exemple, il est prêt à signer une hausse de la TVA. Il y a une fraude sur la TVA qui représente, à part en Roumanie, c'est le pays de l'Union européenne où la fraude sur la TVA est la plus importante. Donc vous pouvez dire, écoutez, je vais augmenter le taux de TVA, ça ne va pas avoir de conséquences, d'autant plus que vous avez énormément de billets en circulation. Donc la conséquence immédiate de l'engagement que vous prenez, elle est plutôt symbolique. Donc on peut trouver assez vite un accord sur des éléments symboliques, ce qui permet de reporter les réformes et d'obtenir l'accord de l'Union européenne, enfin le soutien de l'Union européenne. Et donc je pense qu'effectivement, M. Varoufakis a raison. S'il doit signer quelque chose, il dit « je signe où la TVA ?» Là, très bien, je signe. Il sait que ça n'a pas de conséquences immédiates. Mais du coup, je me tourne vers vous, Elie, si on écoute ce que dit Jean-Marc Daniel, tout ça pour ça. Si un accord est facile à obtenir... Comme vous le savez, il y avait 2 négociations en parallèle. Il y avait une négociation qui portait sur un certain nombre de réformes et sur un certain nombre de mesures budgétaires, d'austérité. Et là-dessus, on était en train de discuter la virgule. Est-ce qu'on fait un taux de TVA spécial pour Mykonos par rapport aux autres îles? Est-ce que, au lieu de faire des coupes sur les retraites à partir de 2016-2017, on commence dès 2015? Et là-dessus, on était
à peu près en train de converger. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, il y avait une deuxième négociation qui était que les Grecs demandaient avec une insistance furibarde qu'on fasse des coupes dans leurs dettes, parce qu'ils estiment que leur dette en l'état est insoutenable et ils pensent qu'on ne peut pas avoir un avenir s'il n'y a pas des coupes sérieuses qui sont faites sur leurs dettes. Or, la position européenne, notamment sous le leadership allemand, ça a toujours été de dire on commence par signer le premier accord, on voit si vous l'appliquez correctement, et puis après, on reviendra négocier et on vous fera des coupes sur votre dette. Et ce qui vient de se passer pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est que le FMI vient de sortir un rapport qui dit que de toute manière, quelle que soit l'hypothèse, la dette grecque est clairement insoutenable et il demande une coupe immédiate de 30% dans la dette grecque. C'est le FMI qui le dit. Et le FMI dit même que si on ne fait pas de coupe dans la dette grecque, le FMI ne participera pas au prochain plan. Donc vous voyez les difficultés qui s'accumulent. Parce qu'au fond, dès lundi matin, on va discuter le troisième plan de sauvetage de la Grèce. Le deuxième, c'est fini, il est bouclé. Et donc, le FMI dit d'une part qu'il faut faire une coupe très nette sur la dette, et il ajoute même qu'il faut financer la Grèce jusqu'en 2018 pour qu'elle puisse faire face à ses obligations. Et ils estiment qu'il faut mettre 36 milliards sur la table. Donc vous voyez, 36 milliards pour que la Grèce tienne jusqu'en 2018. Donc il n'y a pas d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'accord du tout. C'est un rapport qui tombe bien quand même, le rapport du FMI. Mais non, mais il était préparé depuis longtemps. Il se trouve qu'il sort comme ça, c'est vraiment le cas. Mais attendez, ils ont leur calendrier. Hein. Enfin, je dis peu importe à la limite. En tout cas, ce que vous nous expliquez, ce que dit le FMI, c'est qu'il faut mettre la Grèce sous perfusion. Ah oui, et puis il faut aborder les sujets qui fâchent, c'est-à-dire une coupe dans la dette. Alors, on avance. Alexis Tsipras sera ce soir aux côtés des militants du non, ceux qui refusent une énième potion de l'Europe, mais surtout ceux qui refusent que le peuple grec soit une nouvelle fois mis à contribution. Ils sont souvent jeunes, étudiants, militants de Syriza ou communistes et persuadés que la Grèce sera plus forte pour renégocier justement cette dette dont vous parliez, Elie Cohen, si elle répond non dimanche. Sarah Sisman, Joël Lefebvre avec Barbara Steck. Oxy, ou le non à l'Europe de l'austérité. À 48 heures du référendum, dans les rues d'Athènes, la campagne s'organise avec les moyens du bord. On a tout fait de nos mains. On doit tout organiser nous-mêmes. La sécurité, les bureaux de vote, le tractage, les tracts, la musique, tout est entre nos mains. C'est artisanal. Oui, ça l'est. C'est pas fou d'organiser un référendum en 9 jours. Mais on est fous, c'est tout. Ok, allons-y. Est-ce que vous avez pris assez de tracts? Oui, c'est bon, on a ce qu'il faut. Le scrutin s'annonce serré. Pour ces membres de Syriza, l'urgence est de convaincre le plus grand nombre de Grecs que cette opportunité de s'exprimer est exceptionnelle et déterminante. Bonjour, on vient pour échanger sur le référendum. Alors, comment ça va? On essaie, c'est dur, mais on essaie de s'en sortir. Le non va passer, vous verrez, et on aura des meilleures conditions à l'avenir. Plus d'austérité. Plus d'austérité, c'est fini. Vous êtes fatigué de cette austérité? Spécialement les gens avec de petits magasins. Ils ont beaucoup de problèmes en Grèce. Ils ne peuvent pas survivre avec les banques. Alors beaucoup vont voter non car leur situation est difficile. Tout au long de la semaine, des milliers de partisans du non ont manifesté. Parmi eux, des membres du Parti communiste. Ces militants entrevoient la possibilité d'un grand soir et rejettent en bloc l'Europe. Pour nous, c'est une organisation qui soutient le capital contre le droit des travailleurs. Ils ont détruit nos vies. À cause d'eux, nos salaires ont baissé. Ils ont pris nos vies. On n'a plus de futur. On ne peut pas fonder une famille dans ce pays. Pour les jeunes, il n'y a pas d'avenir ici? Dans l'Union européenne, non. Il y a juste du chômage et de la misère. On ne veut pas payer pour quelque chose dont on n'est pas responsable. C'est vraiment injuste pour les Grecs. Le ton de Syriza est loin d'être si radical.
Le changement est nécessaire, mais une sortie de l'Europe n'est pas évoquée. Le gouvernement espère toujours qu'avec une victoire du non, Tsipras pourra renégocier un nouvel accord. On veut conclure un accord avec l'Union européenne et pour ça il est nécessaire de renforcer notre position. Parce que l'Europe peut ignorer un gouvernement, parce qu'un gouvernement n'est pas éternel, mais personne ne peut ignorer la voix et le souhait d'un peuple. Parce qu'on ne peut pas le dissoudre et en élire un autre. Je suis sûr que le peuple grec comprend qu'il n'est pas question de dire non à l'Europe, mais non à l'austérité. Non à cette politique qui génère ce climat de terreur auquel nous sommes exposés. De la clarté, pourtant il en manque. La question posée ne serait pas si claire pour de nombreux Grecs. Oui ou non? Pour plus de 10% d'entre eux, le choix n'est pas encore fait. Alors, nous repartons avec cette question. Quelle crédibilité accorder aux résultats d'un référendum organisé dans l'urgence avec un fort risque de fraude? Roland Carroll, ça va être un sujet ou pas? Oui, bien sûr. D'abord, il faut quand même dire que ces Grecs dont on dit qu'ils travaillent pas vite, dont l'administration est médiocre, s'ils arrivent à faire un référendum nickel en si peu de jours, chapeau. Surtout avec une question pareille. Il restera... mais c'est peut-être seulement les historiens qui, le jour venu, nous l'expliqueront, un mystère sur ce référendum. Il y a eu un jeu de poker menteur entre Tsipras et Merkel, qui est au fond assez incompréhensible. Longtemps, les Grecs se sont plaints, ils continuent à se plaindre. J'en entends beaucoup qui me disent les Européens n'ont pas pris Tsipras au sérieux, ils l'ont traité comme un rigolo. C'était vrai au début, c'était de moins en moins vrai. De plus en plus, on s'était habitué à négocier avec ce gouvernement, avec son programme et avec ses demandes. On dit il fallait hâter les choses parce que on était loin de l'accord. Et maintenant, on nous dit non, on est très près de l'accord. Parce que même le texte du FMI, les 30% dont il parle pour raboter la dette, c'est le chiffre que demandait Tsipras. Donc on voit que les points de vue étaient incroyablement en train de se rapprocher et que le président de la Commission européenne, M. Juncker, jouait de façon assez efficace les bons offices. Alors, si c'est un coup de poker que tente Tsipras, c'est le titre de cette en faisant un référendum, ce que je crois, dans un coup de poker, il y a éventuellement l'idée, en fonction de la réaction des autres, je retire ma carte. Et à ce moment-là, certains disent qu'il faut aller très vite, justement pour empêcher ça. Et Mme Merkel dit, suivie par l'Eurogroupe, non, puisqu'il veut un référendum, au fond, elle a dans la tête, c'est un voyou, il n'a qu'à le faire. Et on verra après la suite des négociations. Là, je pense qu'ils ont tous les deux joué mal au poker menteur et qu'on arrive à ce résultat invraisemblable avec ce référendum qui sera évidemment pas très bien organisé, où il y aura peut-être des fraudes, ça j'en sais rien, et où il y aura sûrement des discussions derrière. Alors, on va aller retrouver Angélique Kourounis à Athènes. Est-ce que c'est un coup de poker qu'il a joué Alexis Tsipras ? Et quand on joue au poker, il faut accepter de perdre. Est-ce qu'il anticipe déjà, à votre avis, sur une défaite? Il n'anticipe pas une défaite. Il l'a très clairement dit mardi soir en s'adressant à la télévision que quel que soit le résultat, il le respecterait car la volonté du peuple est plus importante que la volonté d'un gouvernement. Il a été très clair là-dessus. Son ministre des Finances aussi a été très clair. Et en fait, Yanis Varoufakis s'est dit que lui, il ne signera pas un accord qui, d'abord, ne prévoit pas la réduction de la dette et d'autre part, ne prévoit pas une croissance. Ça, c'est pas nouveau. Varoufakis, il dit ça depuis 2009. Il est conséquent. Il l'a dit avant d'être ministre des Finances. Il le dit maintenant qu'il est ministre des Finances et je parie qu'il le dira après être ministre des Finances. Je voudrais revenir sur ce qui a été entendu sur la question de la dette. Tout le monde est d'accord, y compris les gens qui sont les plus opposés à M. Tsipras et au Syriza, dont M. Attali par exemple, que cette dette de toute façon doit être structurée. Et c'est tellement vrai qu'en 2012, les créanciers ont signé
un papier, on signe un accord avec la Grèce, donc avec le gouvernement socialo-conservateur de l'époque, de M. Samaras et Venizelos, disant que s'il y a un excédent budgétaire primaire, à ce moment-là, on rediscuterait de la dette. C'était en avril 2012, ça a été réitéré en novembre 2012, il y a eu 2 excédents primaires budgétaires depuis, et il n'y a toujours pas eu de discussion de la dette. Samaras et Venizelos ont passé 6 mois à réclamer une discussion de la dette, c'est ce qui explique entre autres les élections anticipées, parce qu'ils ne voulaient pas, eux non plus, faire des réductions de la dette, et c'est ce qui explique en partie pourquoi on se trouve devant cette impasse aujourd'hui. La restructuration de la dette est inévitable, elle va être faite. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre idéologique qui est faite. Tout le monde est d'accord pour dire, micro fermé, caméra fermée, que cette dette va être restructurée. Mais pour l'instant, la priorité, c'est que Tsipras tombe ou que Tsipras devienne le Premier ministre à la tête d'un gouvernement de coalition. On verra lundi si ça va marcher. Alors, on verra lundi si ça va marcher. On verra surtout ce qu'il fait parce que nous, on a entendu, c'est arrivé jusqu'ici, que le ministre des Finances avait dit que si c'était le oui l'emportait, il démissionnerait. On n'a toujours pas de position claire pour le coup de la part de Tsipras. Vous avez cité le FMI tout à l'heure sur la question de la dette. Il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Joseph Stiglitz et qui a dit « La Troïka a une responsabilité criminelle, celle d'avoir causé une récession majeure ». Vous haussez les épaules, Eli Cohen, mais est-ce qu'au fond, avec cette espèce de campagne qu'on vit tous autour de la Grèce et ce débat qui est posé aujourd'hui sur que faire de cette dette éternelle grecque, est-ce que les lignes ne sont pas en train de bouger? Bon, écoutez, d'abord, il y a quelques économistes, vous avez cité Stiglitz, il y a aussi Krugman, qui ont dit publiquement qu'ils voteraient non s'ils étaient grecs et s'ils devaient répondre au référendum. Stiglitz et Krugman, depuis quelques années, se sont fait les héros de la lutte contre l'austérité. Et ils attribuent à l'austérité tous les maux de la planète. Ce qu'il faut bien voir dans le cas de la Grèce, c'est que, bien sûr qu'il y a eu une austérité sévère appliquée depuis 2010. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que malgré cette austérité qui a été d'une brutalité extrême et malgré l'appauvrissement considérable des Grecs durant ces années de crise, les Grecs sont encore au-dessus du niveau qui était le leur au moment où ils sont entrés dans l'Europe et au moment où ils sont entrés dans la zone euro, parce que les aides qui ont été apportées, qui représentaient 4% du PIB par an, ont été tellement importantes qu'ils ont créé une richesse artificielle sur laquelle a longtemps vécu la Grèce. Et si vous voulez, c'est à tel point qu'il y a un certain nombre d'économistes qui comparent l'aide qui a été apportée à la Grèce pendant cette période, en gros, à l'équivalent de la découverte du pétrole ou du gaz, c'est-à-dire un enrichissement sans cause qui fait naître une économie de rente, une économie parasitaire, sur laquelle s'est développé un système clientéliste, etc. Donc quand votre croissance, qui a été formidable, a été tirée par ça, quand vous constatez que les salaires, même pendant les années de crise, ont évolué plus vite que les gains de productivité, vous constatez qu'il y a des dysfonctionnements majeurs. Alors, je ne suis pas en train de plaider... Il ne faut pas refaire le film. Là, maintenant, on est à un moment... Je ne suis pas en train de plaider du tout pour qu'on aille sur une tranche supplémentaire d'austérité. J'explique simplement que si le problème de la Grèce, c'était simplement l'austérité des 3 ou 4 dernières années, le problème serait facilement réglé. Il y a d'autres problèmes qu'il faudra Malheureusement, régler, quoi que le problème est beaucoup le... plus ancien et il durera même après qu'on porte remède aux excès des plans d'ajustement structurel. Et que ce soit oui ou que ce soit non. Oui ou non. Justement, si c'est non, qu'est-ce qui se passe lundi matin? Non, je voudrais, justement, par rapport à ce nom, il y a 3 choses à voir. La première, c'est qu'effectivement, par rapport à ces histoires de Stiglitz, d'austérité et tout ça, on a l'impression que c'est l'austérité qui a mis la Grèce dans cette situation, alors qu'il y a un an, la situation, justement à la suite des politiques qui avaient été mises en place, était en train de se redresser. La croissance l'année dernière a été de 0,8%. Le FMI dont on parle nous a annoncé 2,5% de croissance. Bon, parce que, juste à titre de digression, dans le rôle de poker monteur, il y a aussi les créanciers qui jouent au poker monteur. Il y a un certain nombre de gens au FMI, notamment le Royaume-Uni, qui est un des principaux actionnaires du FMI, qui commence à dire le plus vite on se tirera de ce dossier, le mieux ça vaudra. M. Cameron a encore dit récemment, si j'avais voulu m'occuper de la zone euro, je serais rentré dans la zone euro. Et donc le FMI me fait venir dans la zone euro alors que je ne devrais pas y être. Mais si j'en reviens à ces prévisions économiques, c'était 2,5%, c'était absurde, mais l'OCDE a annoncé 1,8% et ça c'était crédible. Or maintenant il y a 0%. Donc ce n'est pas la politique d'austérité en tant que telle,
C'est Alors, la politique menée par M. Tsipras. J'adorerais qu'on fasse un grand débat sur pour ou contre l'austérité, etc. Là, il y a un vote, pardonnez-moi, il y a un vote. Et on nous explique ici ou là, par exemple, je cite le président de la République ou le Premier ministre qui nous explique en gros que de toute façon, même si c'est non, l'Europe continuera à tourner, que tout ça n'est pas si grave. Pardonnez-moi, je termine ma phrase. Oui. De l'autre côté, vous avez des europhiles comme François Bayrou, par exemple, qui considèrent que ce serait un cataclysme pour l'Europe. Projetons-nous après ce vote, vous êtes des spécialistes. Lundi matin, la Grèce vote non, que se passe-t-il? Donc lundi matin, la Grèce vote non. Normalement, si on interprète, donc l'Europe dit écoutez, vous avez voté non, vous n'acceptez pas nos conditions, donc vous n'êtes plus dans la zone euro. Mais si vous n'êtes plus dans la zone euro, vous n'êtes plus non plus dans l'Europe. C'est-à-dire que les traités sont ainsi conçus que lorsqu'on quitte la zone euro, on quitte. Bon. La Grèce est déjà en contravention avec un certain nombre de règles, puisque contrairement à ce qui a été dit, il y a maintenant un contrôle d'échange. Ça n'avait été fait qu'exceptionnellement à Chypre, mais sur une vision extrêmement claire et sur une durée de temps claire. Pour l'instant, cette situation est une situation hors norme, est une situation donc où la Grèce est en contravention. Concrètement, ça veut dire que dans la vie quotidienne des Grecs, il n'y a plus de monnaie qui circule. C'est-à-dire que il y a les billets, ces billets qui ont été accumulés par la population, mais qui vont devenir extrêmement rares. C'est la bonne vieille loi, à ce moment-là, on les garde, et donc se met en place de façon très pragmatique, je pense, dans la population grecque, des règles d'échange, de crédit que sont faits les uns aux autres, et on rentre dans une forme d'anarchie économique assez... Dès lundi matin? Dès lundi matin. Et troisième élément, dans ce qui a été prévu dans les accords, c'est que la Grèce aussi, pour importer, elle a besoin que la Banque Centrale Européenne lui mette à disposition des moyens financiers. C'est-à-dire là, bon. Et donc, lundi matin, ce qu'on attendra, c'est ce que la Banque Centrale Européenne prend comme décision. La Banque Centrale Européenne, elle ne peut pas prendre de décision politique qui serait de nature à expulser la Grèce de la zone euro, mais elle va demander très vite des instructions à l'ensemble des membres de la zone euro pour savoir comment est-ce qu'on... Ça, c'est si ce n'était pas l'Europe. Mais en réalité, ce qui va se passer lundi matin, c'est que tout ce petit monde va se retrouver pour tenter de négocier une énième fois, non? Tout le monde va essayer de sauver les meubles. C'est toujours la même chose. On dit c'est le rendez-vous de la dernière chance, c'est l'heure de vérité, et puis au final... Je pense que le seul élément clé que l'on peut faire, c'est effectivement de sortir le FMI. Parce que le FMI, quand il fait les propositions qu'il fait, quand on regarde ce qu'il racontait il y a encore 6 mois, c'est totalement contradictoire. Donc on est dans une phase où là aussi, au nom de l'expertise, il y a une espèce de jeu de poker menteur où le FMI... Tout le monde est un peu dans la posture. Oui. Georges Prévelakis. Écoutez, tout le monde dit maintenant, on n'y comprend rien. Hein? C'est ça que je reçois. On n'y comprend rien. Et je pense qu'on n'y comprend rien parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. Par exemple, la question de la dette est une très mauvaise question. Parce qu'en fait, le service de la dette de la Grèce est très bas. Et parce que le fond de la question, c'est est-ce que la Grèce, si on effaçait la dette, est-ce que la Grèce peut vivre sans s'endetter à nouveau? Ce qui signifie quels sont les fondamentaux de l'économie. Si le Grec pourrait montrer, pourrait convaincre les Européens que là, nous avons une économie qui se tient debout, tous les problèmes sont résolus. Parce que c'est une petite économie, c'est rien du tout de donner un coup de pouce si on est convaincu que ce ne sera pas, encore une fois, le même cercle. Or, le problème, pourquoi la Grèce ne peut pas avoir une économie saine, ce n'est pas parce que les avantages comparatifs de la Grèce manquent. La Grèce, je pense, dans d'autres émissions, je dis, moi, je pense que si on avait arrivé à résoudre 2 ou 3 problèmes d'ordre politique, on pourrait avoir 7% de croissance par an, donc la dette serait soutenable. Et je le crois, parce qu'on a fait 7% pendant les années 50, pendant les années 60. On a fait 7%. Vous me direz, c'était une autre époque, etc. Oui, mais en ce moment, il y a du capital qui veut se placer, il cherche. Le problème, c'est les garanties. La Grèce dispose du climat, du patrimoine, de la position géographique, de meilleurs labels du monde. Qu'est-ce qu'il faut changer alors? Même au fond des Chine, on sait Athènes, Sparte, c'est très important dans notre époque. Qu'est-ce qu'il faut changer? Vous dites, ça ne suffit pas d'effacer. Pardonnez-moi. La diaspora, la marine marchande. Pardonnez-moi de vous couper. Vous dites la dette, ça ne suffit pas. En gros, même si on réglait la question, je vais avoir du mal à finir mes questions aujourd'hui. Je comprends votre question. Je vais la finir peut-être pour les gens qui nous regardent, si ça ne vous dérange pas. Donc vous dites, on règle le problème de la dette, ça ne règle pas le problème de la Grèce. Donc quels sont les problèmes structurels de la Grèce qu'il faudrait régler? Je vais vous dire mon programme. Allons-y, vous êtes candidat, c'est parti. 3 choses. Première chose, c'est la justice. La justice ne fonctionne pas. Vous avez un problème, ça vous prend 10 ans, 20 ans et ce n'est pas sûr. Deuxième problème, une simplification
radicale, brutale de l'administration publique. Troisième question, stabilité du régime fiscal. Si vous faites ces trois choses, les investissements doivent venir de manière massive. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que là, vous vous trouvez face au problème politique, c'est-à-dire l'existence de tout un monde de réseaux qui vivent de ces faiblesses de la Grèce. Et ce sont des réseaux qui se sont constitués pendant 40 ans. Donc, c'est un problème politique et je crains que ces problèmes politiques ne peuvent pas se régler de manière graduelle parce que le système comme il est extrêmement résilient. Et même si on peut supposer que Syriza est un parti vraiment radical contre les régimes, etc., je pense qu'il n'a pas la compétence, la force pour dépasser la résilience du système. Donc en fait, on est en train de faire un débat sans apporter, comme vous l'avez dit, les vraies questions. Et que ce soit le oui ou le non, les problèmes de la Grèce vont demeurer. Roland Quérol, vous êtes d'accord avec ça? Oui, quand vous posez votre question, qu'est-ce qui se passe lundi si le non l'emporte? On a fini cette partie de poker et on passe à une autre. C'est ça qui se passe et rien de plus. La Grèce a un intérêt vital à rester dans l'Europe. L'Europe a un intérêt absolu à ce que la Grèce reste chez elle. Pas un intérêt proprement économique, mais un intérêt politique majeur. La Grèce, c'est quand même le berceau de l'Europe. Laisser tomber la Grèce, en plus, ça donnerait à d'autres l'idée que l'Union européenne peut laisser tomber l'un de ses membres. Donc je pense que dans les deux cas, ça pousse fortement à chercher à trouver un accord. Il y a un avantage du point de vue européen, si le non l'emporte, c'est qu'on garde le même gouvernement en Grèce. Il n'y a pas de crise politique ouverte, il n'y a pas de négociation pour créer un nouveau pouvoir à Athènes. Et on sait au moins celui-là ce qu'il veut, où il en est. On commence à savoir jouer avec lui. Donc je pense qu'il ne se passera rien de dramatique. Je ne pense pas au scénario de Jean-Marc sur le retour à l'âge pré-industriel. D'ailleurs, la Grèce a très peu d'industrie, donc voilà. Ça fait un problème, oui. Je ne crois pas à cette espèce de chaos. Je crois à la nécessité, en effet, de faire une Grèce économique moderne avec toutes les conditions administratives et judiciaires dont vous avez parlé. Mais ce n'est pas l'ordre du jour immédiat. L'ordre du jour, c'est sortir de la crise et avoir un accord à la fois sur les plans d'aide, sur la dette et sur le degré de contrôle que l'Union européenne prend de la Grèce, parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'on donne de l'argent et les Grecs se débrouillent, ou est-ce qu'on donne de l'argent sous contrôle de l'Union européenne? Bref, ça c'est à nouveau sur la table et ça sera à nouveau sur la table lundi. Moi, je ne partage pas l'optimisme de Roland Quérol pour plusieurs raisons. Sisyphe plutôt. La première raison, c'est que l'Europe, c'est un certain nombre de dynamiques fondées sur des principes de droit. Et quand il y a des mécanismes qui sont déclenchés, il est très difficile de les arrêter. On n'est pas dans un système où la décision politique jupitérienne permet d'inverser le cours des choses. On est dans un monde des processus et des processus longs et complexes. Juste deux illustrations. La première illustration, vous disiez, qu'est-ce qui se passe lundi matin? Lundi matin, comme ça a été dit, on va enregistrer d'abord que l'EFSF, qui est le Fonds européen d'aide à la Grèce, qui a déclaré aujourd'hui la Grèce en défaut. Eh bien, lundi matin, on va prendre la mesure du fait que l'EFSF, qui détient 130 milliards d'euros de dette, 140, a déclaré que la Grèce était en défaut, premièrement. Deuxièmement, la Banque centrale va devoir se réunir et elle va devoir décider si elle continue à mettre en place le dispositif dit ELA, qui permet les financements d'urgence de la Grèce et dont la Grèce a besoin vital pour assurer la circulation de la monnaie. Eh bien, on sait déjà qu'il y aura des pressions fortes au sein du bureau de Draghi pour, à défaut de stopper le processus, au moins le geler. Or, on sait que c'est le gel qui crée déjà des difficultés. Donc, vous avez déjà deux processus qui vont dans ce sens. Troisièmement, comme ça a été dit, on est en train de constater les effets du défaut grec. Et on constate que ça ne produit pas les déstabilisations massives qu'on craignait. Et donc, du coup, un certain nombre de gens qui, en Allemagne, disaient « Mais au fond, c'est peut-être pas si terrible que la Grèce quitte sur des bases économiques à courte vue, je vous l'accorde, parce que l'intérêt politique et géopolitique voudrait qu'on conserve la Grèce. Mais il se trouve qu'en Allemagne, un certain nombre de gens disent « Mais au fond, peut-être qu'on peut bâtir une Europe plus cohésive après le départ de la Grèce. » Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui se mettent en place. Et si le non l'emporte, moi, je ne suis pas certain du tout qu'un nouveau package pourra être négocié rapidement et surtout qu'il sera approuvé
par le Parlement allemand, le Parlement finlandais et, par exemple, le Parlement slovaque. On fait un référendum pour rien, en fait, si on vous écoute. Ce référendum était vraiment pas justifié, si c'est ça que vous... Bah oui, c'est ça. Je crois que ça a été une erreur majeure. Alors, le camp du oui, on y va. On va voir un peu comment ça se passe de ce côté-là de la campagne. Le camp du oui refuse de faire un pas de plus vers la sortie de la zone euro. C'est la perspective d'un saut vers l'inconnu qui motive par exemple les retraités inquiets par la fermeture des banques. C'est la peur d'un coup d'arrêt au projet européen qui mobilise l'élite, les intellectuels grecs, les supporters du oui qui ont reçu l'appui de Georges Papandréou, l'ancien Premier ministre grec, qu'ont rencontré Sarah Sisman et Joël Lefebvre avec Yacine Milly. Tu sais ce que le oui au référendum veut dire, tu le sais? Oui, je sais. Et le non, tu sais ce que ça veut dire? Oui, je sais que ça sera la catastrophe. Au pied des banques, rien ne va plus. Alors souvent, le ton monte. À Athènes, il faut parfois patienter plusieurs heures pour aller puiser l'argent à la source. Tous ces retraités sont venus retirer leur pension au guichet. Retrait maximum autorisé, 120 € par personne. Incompréhension, déception. Ici, beaucoup ont peur de sortir de la zone euro. J'ai honte. J'ai honte d'être grecque à cause de ce gouvernement. Toute ma vie, j'ai été fière. Mais maintenant, j'ai honte à cause de la situation dans laquelle ils nous ont mis. De toute ma vie, je n'ai jamais vu de banque fermée. Tsipras, comme les autres, ce sont des menteurs. Ils disaient qu'ils chasseraient les voleurs, les politiques corrompus. Tu parles. Tsipras, c'est un véritable échec. Il n'aurait jamais dû organiser ce référendum. C'est un Premier ministre élu et il se défausse sur nous. Parce qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien négocier du tout avec l'Europe. Il n'a rien fait pendant 5 mois. Absolument rien. Et pour les Grecs qui veulent rester dans la zone euro, ce n'est pas qu'une question d'argent. Tous les sacrifices auxquels nous avons dû consentir ces dernières années pour rester dans la zone euro ne doivent pas être gâchés par ce gouvernement irresponsable. Un peu partout dans le pays, des mouvements spontanés de la société civile se multiplient. Ici, autour de la table, on trouve des professeurs, des écrivains ou encore des artistes. Et pour eux, rester dans l'Europe, c'est aussi une question de civilisation. Je suis ici aujourd'hui parce que je crois que l'identité européenne de la Grèce est incontestable. Pas seulement du point de vue économique et géographique, mais surtout du point de vue de la culture et de la civilisation. Le destin de la Grèce et celui de l'Europe sont liés, et cela depuis des millénaires. Avant Alexis Tsipras, un autre Premier ministre grec avait tenté d'utiliser l'arme du référendum face aux bailleurs de fonds. Cet ex-Premier ministre, c'est lui, Georges Papandréou. Accueilli aujourd'hui en rockstar, il avait pourtant dû quitter le pouvoir en 2011, après avoir vexé l'Europe. À l'époque, il voulait demander l'avis de son peuple sur un plan de mesures d'austérité. Et aujourd'hui, s'il a décidé de remonter à la tribune, c'est pour dire qu'il faut rester dans l'Union. Chers amis, nous sommes ici ce soir parce que notre pays a besoin de nous, parce que notre pays agonise. L'ancien Premier ministre socialiste en est aujourd'hui convaincu, c'est en restant dans l'eurozone que la Grèce pourra changer. Je pense que le référendum aurait dû être proposé après qu'il y ait eu un accord. Le gouvernement aurait dû soutenir le oui et aurait dû donner du temps pour le débat. Ils ont faux sur toute la ligne. J'étais moi-même en faveur d'un référendum et je l'aurais soutenu si nous avions eu un accord clair. Là, nous ne sommes sûrs de rien. Qu'y a-t-il dans l'accord? Il n'y a rien de concret sur la table. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est oui ou non veut-on rester en Europe? Et à cela, je réponds oui. À quelques heures du vote, le oui et le non restent toujours au coude à coude. Mais ce soir, les partisans de l'Europe sont confiants. Leurs rangs grossissent de jour en jour. Georges Prévella-Kis, un mot quand même sur Alexis Tsipras avec cette question. Tsipras est-il un fin stratège ou un amateur sans équipe ni programme qui ne sait plus quoi faire? Vous savez, il y a une formule en anglais sur
to get to the level of incompetence. C'est-à-dire, on avance et on réussit, et on réussit. Évidemment, la réussite vous amène à des strates plus élevées, jusqu'au moment où vous arrivez là où vous ne pouvez plus gérer la situation. Donc, Tsipras a une ascension. Le seuil de Peter en France, ça prend. Il a une ascension extrêmement rapide, mais bon, je pense que là, il arrive à ses limites dans sa capacité de maîtriser la situation. C'est bien sûr triste pour lui, c'est triste pour le pays. Les défis sont énormes, il faut l'avouer. C'est-à-dire il est difficile d'imaginer qui pourrait faire face. Parce que là, nous sommes face à l'accumulation de contradictions. Des contradictions qu'on peut voir se construire pendant 40 ans, qui s'accumulent de plus en plus pendant les dernières années. C'est impossible. Alors, on va rejoindre Angélique Kourounis à Athènes. À votre avis, Angélique, vous qui suivez ça de très près, vous connaissez bien Alexis Tsipras, est-ce que si le oui l'emporte, il peut rester, j'allais dire comme si de rien n'était, aux manettes de la Grèce? Je vais répondre à votre question, mais avant, j'aimerais répondre à un de vos invités qui a dit que lundi, si le non l'emporte, la Grèce... Que vous répondiez à mes questions, sinon on n'avance pas dans l'émission. Moi, j'aimerais qu'on arrête un peu de dire ça, parce que la gauche n'a pas le monopole du cœur et les libéraux n'ont pas le monopole de l'Europe. Ce référendum ne porte pas sur l'Europe. Ce référendum porte si oui ou non les Grecs veulent accepter l'austérité. C'est pas voulez-vous rester dans l'Europe, c'est pas voulez-vous l'euro ou la drachme, c'est pas voulez-vous sortir de l'Europe et aller dans un autre continent, c'est voulez-vous oui ou non l'austérité. Maintenant, que les créanciers aient lié l'acceptation ou pas de cette austérité au fait que la Grèce peut ou pas rester dans l'eurozone, c'est une autre chose. Mais ce n'est pas le dilemme qui est posé par le gouvernement grec aux Grecs. Et ce n'est pas parce que la Grèce pourrait éventuellement sortir de l'eurozone qu'elle ne serait plus européenne et qu'elle sortirait de l'euro. C'est deux choses différentes. Il y a des pays qui sont européens et qui ne sont pas membres de l'eurozone, la Grande-Bretagne. Il y a des pays qui utilisent l'euro et qui ne sont pas membres de l'Union européenne, le Kosovo et le Monténégro. Donc il faut arrêter un peu de faire de répéter cette histoire-là qui fait peur beaucoup aux gens. La Grèce, elle ne va pas du jour au lendemain disparaître de la carte, elle n'existe plus, elle n'est plus là où elle est. Elle est européenne, mais peut-être que c'est une autre Europe. Angélique Kourounis, c'est un débat, vous avez votre avis. Ceux qui sont sur le plateau ici, visiblement, en ont un autre. On a le droit au débat. Vous, c'est le ton, vous avez raison, mais c'est un débat animé en Grèce, il est beaucoup plus apaisé. Ici en France, s'il vous plaît, répondez à ma question. Si le oui l'emporte lundi matin, est-ce qu'à votre avis, Alexis Tsipras peut rester aux manettes de la Grèce comme si de rien n'était? Alexis Tsipras, mercredi soir, a dit quel que soit le résultat du vote, ce gouvernement le respectera et ira négocier lundi. Est-ce qu'il va négocier avec un oui ou est-ce qu'il va négocier avec un non? Ça, on le saura que lundi. L'important, à mon sens, c'est qu'il ait une réponse claire et nette d'une grande partie de la population. Et pas ce qui est annoncé là dans les référendums, qui est du 50-50 et qui ne fera que affaiblir et les négociations et Alexis Tsipras. Ça, c'est la première chose. Son ministre des Finances a laissé entendre qu'il s'en irait, lui, si le oui l'emportait. Alexis Tsipras y est toujours opposé. Et vous pensez que ce sera bien reçu en Grèce, cette façon, au fond, de... vous dites qu'il tiendra compte du scrutin, mais en même temps, il tient compte du scrutin, mais il reste aux responsabilités et il n'infléchit pas forcément sa ligne politique. Mais ce n'est pas un plébiscite pour ou contre Tsipras. Il y en a qui l'ont interprété comme ça, mais ce n'est pas le cas. Là, ce qui se passe, c'est de dire oui ou non à la politique d'austérité. Tsipras s'est clairement déclaré contre cette austérité, il a été élu pour ça. Il a été élu pour résoudre la quadrature du cercle. Pas d'austérité dans l'euro. Il a essayé pendant 5 mois. Manifestement, il n'y a pas réussi. La thèse du gouvernement grec est de dire que vendredi soir, ils se sont retrouvés. On a les premières grenades anti-bruit et les premières grenades lacrymogènes qui tombent actuellement en ce moment même sur la place. Vous les entendez? Donc, oui, qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que cela signifie qu'il y a des mouvements de foule? Comment est-ce que vous l'interprétez? Si vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Écoutez, j'étais devant vous à parler. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé en bas. Je les entends, je vois les forces anti-émeutes. Je dois dire que c'est la première fois depuis le 25 janvier, il y a des forces anti-émeutes à nouveau dans la rue avec des gaz lacrymogènes. Je ne sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Je ne peux pas vous dire. Je peux vous décrire qu'il y a du monde qui arrive derrière, qu'il y avait des forces anti-émeutes qui étaient là, qui remontent par une rue parallèle et qui ont lancé des gaz lacrymogènes. Je vois des gens courir.
Mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, Alors, vous s'il y a eu des pouvez peut-être, provocations de part et d'autre. Vous pouvez juste nous dire si c'est le camp du oui ou le camp du non qui se rassemble derrière vous? C'est le camp du non qui se rassemble derrière moi. Le camp du oui se rassemble au stade olympique, là où ont lieu les premiers Jeux olympiques en 1896. Et est-ce que ce qui est en train de se passer, Angélique Kouronis, alors c'est derrière vous, on ne sait pas encore ce qui se passe, s'il y a des mouvements de foule simplement ou si c'est plus compliqué à gérer, mais est-ce que ça traduit un climat de tension en Grèce en ce moment autour de ce débat? Est-ce que ça se crispe? Écoutez, là j'entends une foule qui crie, j'entends une partie de foule qui crie. De là où je suis, je peux juste faire une espèce d'historique. Au moment où je vous parlais, il y a une manifestation des gens qui sont beaucoup plus à gauche que le Syriza, qui sont de la gauche extra-parlementaire, qui sont montés. C'est à partir de ce moment-là qu'on a eu l'apparition des forces anti-émeutes. Et alors que je vous parlais, il y a eu les gaz lacrymogènes et, les grenades assourdissantes. Plus généralement, Angélique, est-ce que plus généralement, si on prend un petit peu de distance par rapport à ce qui est en train de se passer, on comprend bien que c'est très difficile pour vous d'être avec nous dans l'analyse et dans le commentaire du direct. Donc, décrochons-nous peut-être un tout petit peu de ce qui est en train de se passer derrière vous, si vous le pouvez. Le climat, plus généralement, dans le pays, est-ce que vous le trouvez rude autour de ce débat et autour de ce référendum? Pardon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Oui, bien sûr, je vais répéter ma question. Je veux dire, c'est compliqué pour vous d'être à la fois dans le commentaire de ce qui est en train de se passer et dans l'analyse avec nous, donc restez un petit peu avec nous. Est-ce que, plus généralement, dans le pays, est-ce que vous considérez que ça s'est un petit peu radicalisé et au fond que le climat est rude, c'est un climat de tension? Oui, ça s'est beaucoup radicalisé. Et les tensions, là, je les vois en même temps que vous. Ça s'est radicalisé parce qu'il y a eu, en tout cas depuis ce matin, toute une série, et ça a été présenté comme ça par un bon nombre de médias, d'ingérences qui ont appelé en fait à dire que ce serait bien que dès lundi, il y ait quelqu'un d'autre à la tête du gouvernement, ou si M. Tsipras reste au gouvernement, qu'il y ait un gouvernement de coalition. Ça a été perçu par une bonne partie des Grecs comme une ingérence crue, comme on dit en Grèce, omis, crue. C'est mal passé, il y a eu des plaintes, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont appelé leurs employés à voter oui, le roi Merlin par exemple, et il y a eu une plainte de la part des syndicats qui ont été déposées devant les tribunaux. Il y a une radicalisation tant du oui que du non. Le résultat, c'est ce qui se passe maintenant. J'espère que c'est un élément, j'espère que c'est complètement isolé, j'espère que c'est des gens d'extrême gauche qui ont voulu provoquer et la police qui a surréagi. Je le souhaite du fond du cœur parce que si demain on est dans ce climat, si lundi on est dans ce climat, avec une société aussi divisée et radicalisée que cela, avec des ingérences de la part de la Commission, de différents gouvernements, ça va être un peu compliqué en Grèce. On vous laisse jeter un œil, on vous retrouve dans quelques minutes. Angélique Kouronis, merci de nous faire vivre ça en direct. On revient en France et au débat qui existe malgré tout dans la classe politique française autour de la situation en Grèce. La gauche française se mobilise. Jeudi soir, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Paris pour exprimer leur soutien au peuple grec. Naturellement, le discours d'Alexis Tsipras, son bras de fer avec ses créanciers, est un combat que partage Jean-Luc Mélenchon. Le leader du parti de gauche ne fait pas dans le détail. Pour lui, c'est un blocus, tout simplement, qui est organisé pour faire tomber le gouvernement grec. Fabrice Hauss et Grégory Roudier. Solidarité avec le peuple grec. Hausser le ton, soutenir le camp du non en Grèce. Ils étaient quelques milliers dans la chaleur parisienne entre Bastille et République. Une mobilisation à l'appel de Jean-Luc Mélenchon qui joue le relais français de Tsipras. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux. Salut. Tout sourire, presque détendu, et pourtant dans son discours l'heure est grave. C'est un bras de fer qu'il s'agit de gagner dimanche à Athènes et plus tard dans toute l'Europe. J'espère que le non l'emporte parce que c'est le seul élément de rapport de force qui est Tsipras. En fait, le gouvernement allemand à la tête de l'Eurogroupe agresse la Grèce. Ils lui font un blocus. Alors on a à vendre des bobards pour amuser le bon peuple. Alors la Grèce doit 1,5 milliard au FMI, oui, mais il y a 1,9 milliard dans la caisse de la BCE qui appartient à la Grèce, il n'y a qu'à les donner. Donc c'est de propos délibérés qu'ils ont provoqué cette crise pour faire tomber le gouvernement de Tsipras et faire céder les résistants. Il faut aller au bout de la crise alors. Il faut aller au bout de la crise. Ah bah ouais.
mais avec la seule arme qu'on ait, le vote populaire. Si les Grecs décident que c'est oui, bah, c'est autre chose, hein. C'est la vie, c'est la démocratie. Mais je crois qu'ils vont décider que c'est non. Et dans ce cas, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, il va bien falloir que les gens raisonnables discutent, non? Parce que pour l'instant, c'est pas raisonnable leur attitude. À commencer par celle du président Hollande qui s'est réveillé à la dernière minute, parce que lui aussi, il a cru que Tsipras allait céder. Dans la foule de ce peuple de gauche, Grèce et France sont unis par le même combat. L'international de la lutte des classes, à Athènes comme dans nos cités. Je viens de la Seine-Saint-Denis et on trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans la manière dont on est méprisé par les gouvernants et dans la manière dont les banquiers essaient de nous imposer leurs lois au détriment de nos vies. Donc voilà, on se sent très proche des Grecs en ce moment, même si leur situation est bien pire que la nôtre. Mais on se sent très proche d'eux dans l'état d'esprit, dans ce qui leur est imposé par les banquiers. Si nous on l'emporte, vous n'avez pas peur que l'Europe vole en éclats? Mais faut avoir peur de rien, je dirais. À partir du moment où on se bat sur des raisons qui sont de faire que le peuple puisse vivre dignement de ce qu'il doit être, il n'y a aucune peur à avoir. Je pense que justement le combat est justement porteur d'avenir. Un combat politique, syndical aussi. En tête de cortège, CGT et FO veulent faire plier les tenants du oui. Il y a une responsabilité des dirigeants grecs au fil du temps, personne ne peut le nier. Il n'y a pas de cadastre, le premier propriétaire terrien, l'église orthodoxe, ne paye quasiment pas d'impôts fonciers, les armateurs ne payent pas d'impôts. Bon, ça veut dire qu'il faut une réforme fiscale, par exemple, en Grèce. Ça se fait pas en 6 mois, ce genre de choses. Mais quand même ce qu'on a fait, ce que la Troïka a exigé ces dernières années, on a peut-être divisé par 4 le taux de déficit budgétaire, mais on a un tiers de la population qui n'a plus d'accès à l'assurance maladie, par exemple. Un tiers de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Donc à partir de là, il faut changer le modèle. Dimanche, les 10 millions de Grecs porteront dans les urnes les espoirs de ces déçus de l'Europe, dont Tsipras est le nouvel héros, l'homme du non comme ils disent, le seul qui ose s'opposer à cette Europe monétaire qu'ils sentent aujourd'hui fragilisée. Alors, de retour en France, je le disais, et on y reste avec cette question. Hollande est-il encore écouté en Europe ou Merkel tient-elle seule les rênes dans la crise grecque? Roland Quérol. Il y a pour la première fois un débat public qui oppose la France et l'Allemagne sur un sujet brûlant de l'Union européenne. Et dans cette affaire, Angela Merkel a montré qu'elle avait beaucoup plus de capacité de conviction auprès, par exemple, du ministre des Finances de l'Eurogroupe. Hollande est isolé dans cette affaire. De temps en temps, l'Italie fait un peu la balance entre les deux, mais c'est en effet Angela Merkel qui est en ce moment la femme forte. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être fort pour imposer sa volonté. Parce que l'Europe fonctionne comme l'a dit Elie, c'est un mélange de processus et de procès divers, et parce que on ne dirige pas la politique économique seulement avec des économistes et avec des variables économiques. Je jette un coup d'œil à nos économistes. J'essayais de les regarder. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce que sentent les gens. Quand on dit ils sont un peu au-dessus, simplement, moi j'ai lu même des statistiques aujourd'hui qui montrent qu'en termes de pouvoir d'achat, les Grecs sont au même niveau qu'en 99. On pourrait se dire, vous savez, ils ont au moins préservé ça. Mais c'est terrible quand vous y réfléchissez. Ça veut dire qu'ils ont monté jusqu'en 2007-2008 de façon considérable, de 220 000 euros à 300 000, et qu'ils ont replongé. En fait, c'est la répartition qui compte. Hein. Et là, alors j'allais venir à ça en plus. Et l'injustice dans la répartition est voilà. Et ça fait des années que ceux-là même qui sont les plus favorables à des processus modérés européens disent ça va dans le mur. Autrement dit, le problème est de savoir si, au nom de variables économiques bien contrôlées par des économistes savants, et qui ont raison forcément, c'est ça qu'il faut faire. Et là, Angela Merkel, elle est un peu comme ça en ce moment. Est-ce que... moi, je pense que Tsipras a eu tort de faire un référendum, évidemment. Il avait plutôt commencé à faire bouger les choses, il fait ça. Du coup, il remet l'Europe devant la nécessité de savoir quoi lui dire, quoi accepter. Et c'est vrai que l'affaire franco-allemande n'arrange rien. N'arrange rien, mais comment... c'est compliqué de vous poser cette question, comment ça se termine. On dit, la critique de l'opposition en ce moment, c'est de dire il n'y a pas de leadership français sur cette question, etc. Projetons-nous encore lundi matin, que ce soit le oui ou le non, qui prend la main?
Non, je crois qu'effectivement, la France est en position de faiblesse, est assez isolée à 3 niveaux. Elle aurait pu être le fédérateur de l'Europe du Sud, ce qu'avait été à un moment donné la vocation de la politique française, en disant il y a une Europe du Nord derrière l'Allemagne. Bon. Or, comme on l'a dit, Matteo Renzi ne se reconnaît pas du tout dans les positions de François Hollande. Et quant à l'Espagne, elle est indignée du fait qu'on puisse soutenir Syriza, alors qu'elle a fait des efforts considérables. Hollande aurait pu être le porte-parole de l'Europe social-démocrate, sauf que le SPD allemand est radicalement opposé à sa position. Et on parle beaucoup de l'Allemagne contre la Grèce, mais les petits pays, notamment de l'Europe de l'Est, sont extrêmement hostiles à ce qui se passe à la Grèce. Le gouvernement slovaque, qui est un gouvernement socialiste, social-démocrate, est vent debout contre les concessions qu'on fait à la Grèce, sachant qu'en termes de revenus par habitant, non seulement les Grecs sont revenus à un niveau qui est 1999, mais ils ont encore un niveau de vie qui est supérieur à celui des Slovaques. Et donc les Slovaques disent, écoutez, en termes de victimes, nous on fait des efforts, nous on respecte les traités, nous on applique. Le troisième élément, qu'est-ce qui affaiblit la France? Et on en revient à ce qui se passe lundi. Ce qui affaiblit la France, c'est qu'elle-même, elle n'a pas remis de l'ordre dans ses finances publiques. En fait, Hollande, il n'est ni le chef de l'Europe du Sud, ni le chef des socialistes, il est le chef des mauvais élèves. À partir du moment où il est le chef des mauvais élèves, à mon avis, il est plutôt en position de faiblesse. Et donc lundi, il va de nouveau arriver en disant il faut faire des concessions aux Grecs. Et il y a des gens qui vont lui dire en face, à Helsinki, à Berlin et à Bratislava, mais vous dites ça parce que vous-même, vous avez 4% de déficit, parce que vous-même, vous avez 100% de dette publique, parce que vous-même, vous ne faites pas les réformes que normalement vous devriez faire. Eli Cohen, est-ce qu'il va dire ça aussi, la main tendue nécessairement, lundi à Tsipras, quoi qu'il arrive, pour des raisons de politique intérieure? On a vu que de la gauche, mais malgré tout, une partie de la gauche se mobilise pour aider la Grèce. Ça va rentrer en ligne de compte, naturellement, et ça rentre. Alors vous avez tout à fait raison. La manifestation de la 25e heure de Hollande, qui voulait reprendre la négociation après que Tsipras ait décidé par lui-même de se retirer de la négociation, ça c'est du Hollande typique. C'est-à-dire on négocie, on cherche des compromis, on cherche des synthèses, absolument. Et il le fait d'autant plus qu'effectivement au sein du Parti socialiste, la sympathie à l'égard de Syriza est particulièrement importante. Et donc, même pour des raisons de politique intérieure, il a besoin de faire un geste supplémentaire en montrant qu'il n'accepte pas que la partie s'arrête sur la décision allemande et grecque. Mais comme ça vient d'être dit, la difficulté de Hollande se redouble sur plusieurs points. Premièrement, il n'a pas pris de véritable initiative européenne depuis qu'il est là. C'est-à-dire qu'en permanence, on a été en attente d'un discours de Hollande sur l'Europe. On a cherché quel était son point. Lorsque, par exemple, il y avait des décisions d'orientation à prendre au niveau européen, par exemple, faut-il un budget zone euro? On avait pensé à un moment que la France défendait cette opinion. Et puis, en Conseil européen, Hollande, en fait, n'a pas fait de déclarations encourageant le développement de ce type de projet. Donc, pas de véritable projet européen. Attitude qui a été malgré tout une attitude assez suiviste à l'égard de l'Allemagne, comportement du mauvais élève et souci de gestion des intérêts au sein du Parti socialiste, tout ceci ne le qualifie pas beaucoup pour s'imposer lundi matin. Ça fait beaucoup. On retourne en Grèce avec vous, Angélique. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Est-ce que vous savez si les choses se sont un petit peu apaisées derrière vous? On rappelle qu'il y a une manifestation du camp du non qui avait l'air un petit peu agitée. Elles sont totalement apaisées. Je voudrais rectifier une erreur que j'ai faite. Ce qu'on a entendu, c'est de nombreuses grenades assourdissantes, mais après vérification, il n'y a pas eu de grenades lacrymogènes. Donc j'ai dit une erreur. Mais il y a eu de nombreuses grenades assourdissantes. Je voulais vraiment préciser ça. Alors c'est calme. Je ne vois plus de là où je suis de forces anti-émeutes. Je ne vois même pas de simples policiers. Les seules forces anti-émeutes que je vois, c'est ceux qui sont derrière moi devant la tombe du soldat inconnu. Sinon, tout semble calme pour l'instant. Au moment où vos invités parlaient, il y avait une délégation allemande qui était venue parler. Il y a plusieurs délégations, des délégations belges, françaises, allemandes, espagnoles aussi qui vont parler. Et après, ça va être Tsipras. Donc, on va voir. Les gens commencent à venir, la place commence à se remplir, mais elle n'est pas encore tout à fait pleine. Kourounis, une dernière question. Est-ce qu'on aura les résultats dimanche soir de manière absolument certaine ou aux alentours de 20h, de 22h? Quelles sont là-dessus les informations que vous pouvez nous donner sur la façon dont les choses vont se dérouler? Écoutez, normalement, lors des élections, les résultats arrivent
pratiquement à la fermeture des urnes, il y a la projection des votes. Et après, dans la soirée, vers 1h, arrivent les résultats. Là, c'est un référendum. Le dernier référendum en Grèce date de 1975, quand les Grecs devaient se prononcer si oui ou non ils voulaient une royauté. Massivement, ils ont rejeté le système de la royauté. Là, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense, mais c'est vraiment au feeling, qu'on aura des résultats vraiment en début de soirée. Merci beaucoup, Angélique Kourounis. Nous allons passer maintenant aux questions SMS. À vos questions. La situation en Grèce résulte-t-elle d'une politique d'extrême gauche? Georges Prévelakis. D'extrême gauche, je ne sais pas. Je pense que, je l'ai dit, on a tendance en France à projeter les catégories qu'on a sur d'autres réalités, sur d'autres pays. Je pense que c'est ça qui explique, si vous voulez, les soutiens de la gauche française à Tsipras. On pense que le monde est fait à notre image. Et donc, on réagit, si vous voulez, par cette logique des reflets. Donc, je peux apporter un élément complémentaire. Oui. Je crois qu'il est très important d'avoir deux idées à l'esprit. À la fin du règne Samaras, la Grèce commençait à avoir un excédent primaire en matière budgétaire. Et qu'est-ce que ça veut dire un excédent primaire? Ça veut dire qu'à partir de là, en gros, la Grèce est capable, avec ses recettes, de financer ses dépenses. Or, bien entendu, la charge de la dette. Donc c'est très important parce qu'on entrevoyait la possibilité de voir la Grèce pouvoir éventuellement retourner sur les marchés. Samaras qui n'était pas d'extrême gauche. Non, alors simplement, l'arrivée de Tsipras maintenant, et je réponds à votre question, est-ce que Tsipras a appliqué une politique d'extrême gauche? Non, la réponse est non. C'est sa seule présence qui a cassé la dynamique de reprise. Et donc, ce qui est dramatique, si vous voulez, dans la situation, c'est qu'on ne peut même pas lui reprocher d'avoir appliqué un programme. Il n'a pas de bilan en 6 mois. Il n'a pas de bilan. Il a en fait négocié, en avançant un certain nombre de points. Et cette incertitude générale sur les décisions qui pouvaient ressortir ont bloqué l'activité et ont effondré le début de reprise qu'on avait constaté. Une question pour Jean-Marc Daniel. Si les Grecs restent dans la zone euro, seront-ils alors en mesure d'engager des réformes structurelles? Je pense que c'est le véritable enjeu, c'est-à-dire que toutes les politiques d'austérité que l'on a dénoncées systématiquement, elles ont fonctionné en Irlande et accessoirement en Espagne que parce qu'elles ont été accompagnées de mesures structurelles, c'est-à-dire davantage de libéralisation du marché. Comme on l'a dit, la Grèce a des potentialités énormes qui lui permettraient d'atteindre 6-7%. Ce qu'il faut voir quand même pour conclure là-dessus, c'est que la Grèce a encore une économie qui est très très typologisée, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de tourisme, beaucoup d'immobilier. 40 milliards, c'est le tourisme, 30 milliards, c'est l'immobilier, 20 milliards, c'est le secteur public. Donc, il faut, pour que la Grèce s'en sorte, qu'elle fasse une phase d'investissement très importante. Et donc, ça suppose qu'il y ait un certain nombre de réformes pour favoriser l'investissement, des allègements fiscaux sur l'investissement, continuer, comme le vient de dire. Est-ce qu'ils seront en mesure d'engager ces réformes structurelles? Alors là, c'est le gouvernement. On en revient à ce que vient de dire Eli Cohen sur le gouvernement. C'est-à-dire que M. Tsipras a fait un très beau papier dans Le Monde en disant le véritable problème de la Grèce, c'est l'incertitude. Je pense que l'origine de l'incertitude actuelle, c'est ce que vient de dire Eli Cohen, c'est lui. Alors, la victoire du non peut-elle renforcer les autres partis européens de gauche radicale tels que Podemos? Roland Querol. Non, je pense que réellement, maintenant, il y a des jeux qui sont très différents sur les différentes scènes politiques. Mais c'est clair que s'ils l'ont l'emporté, tous essaieraient de dire c'est comme nous, on a gagné, quoi. Mélenchon, vous pouvez être sûr qu'il va triompher. Podemos, c'est un peu moins le cas, mais oui, il y aura des manifestations de sympathie, ils feront comme si c'était eux. Si la Grèce s'en sortait après un retour à la drachme, l'euro serait-il remis en question ailleurs en Europe? Eli Cohen. Il y a un scénario, effectivement, qui a été constaté dans d'autres cas. C'est-à-dire s'il y a une sortie de la zone euro, s'il y a une dévaluation massive, on parle actuellement d'hypothèses de dévaluation de 60 à 80% de la drachme par rapport à l'euro, et si dans la foulée on constatait une reprise économique formidable qui effaçait assez rapidement les miasmes des années d'austérité, alors on dirait que oui, il y a des conditions de sortie de la zone euro qui peuvent se conclure par un bénéfice économique. Le petit problème, c'est que si vous voulez, la Grèce est un pays en voie de désindustrialisation, alors que c'est un pays peu industrialisé. L'industrie ne représente que 4% du PIB. La Grèce est un pays qui avait normalement des acquis agricoles et qui n'est même pas capable d'équilibrer ses besoins. C'est un pays qui est importateur net en produits agroalimentaires.
La Grèce est un pays qui n'a que 3 activités qui lui permettent d'avoir un équilibre positif de balance commerciale. C'est le tourisme, comme ça a été dit, c'est l'activité de shipping, c'est-à-dire navale, et c'est l'activité de raffinage pétrolier. Tout le reste, ils sont en déficit. La Grèce est un pays dont la situation... Bon, je m'arrête là. Je vous ai fait un petit geste comme ça de loin et vous m'avez vu. Je m'arrête. Bon, merci beaucoup. Parce qu'il y a C'est beaucoup pour de ça que dire que c'est un référendum sur l'austérité... Je vous laisse quand même conclure pour dire que d'évaluation cataclysmique... Non, parce qu'il n'y a pas de ressort de rebond rapide. Peut-on restructurer la dette de la Grèce sans traiter de même celle des autres pays européens ? Ça va être le problème, effectivement. C'est-à-dire que si on recommence à restructurer la dette de la Grèce, immédiatement, le Portugal va présenter sa facture en disant « Moi, j'ai fait les efforts, je suis encore dans une situation difficile. Pourquoi on ne... » Et arrive assez vite le problème qui va être le problème de l'Italie, parce que le véritable problème de dette au niveau de la zone euro, le pays qui est le plus endetté et qui a encore des taux d'intérêt relativement importants par rapport à ses capacités de croissance, c'est celui de l'Italie. Alors, restructurer la dette grecque, c'est une petite dette. Restructurer la dette italienne, on est avec une économie qui est une économie significative au niveau mondial. Alors, j'ajoute un point sur l'Italie qui est très important. L'Italie, on ne sait pas restructurer la dette grecque, mais je vous dirais à Roland que l'Italie est en panne de croissance depuis 10 ans. Oui, absolument. Donc il n'y a pas que la Grèce qui est en panne. Bon, vous le dites qu'à Roland, ça. Bon, allez, si le gouvernement Tsipras saute, qui arrivera au pouvoir? Georges Prévelakis. C'est ça la question. C'est exactement ça la question. C'est ça où se trouve, si vous voulez, la grande faiblesse. Parce que quand même, le niveau d'incompétence a été atteint par tous les premiers ministres grecs avant Tsipras. Est-ce qu'il y en a un autre? Mais justement, la force de Tsipras, c'est le vide politique face à lui, parce qu'en fait, ces 5 années de crise ont laminé tous les paysages politiques. On a le sentiment que la chute de Syriza va laisser un grand vide dans le paysage politique. Ça, c'est le grand danger. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans de telles situations? Eh bien, le nouveau naît, mais évidemment, par définition, puisque c'est le nouveau, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas l'imaginer. Vous mouillez pas beaucoup sur cette réponse. Hein. Allez, nos économies sont-elles en danger dans les banques françaises? Non. Pas dans l'immédiat. D'abord, les sommes concernées sont relativement faibles. Ensuite, pas dans l'immédiat, vous rassurez pas les gens qui vous regardent. Pas dans l'immédiat, en ce sens que, effectivement, la Grèce nous doit de l'argent. Si elle ne nous rembourse pas, cet argent, elle va être assumée par notre dette à nous. Et donc, on va payer des intérêts à la place de la Grèce. Bon. Mais, si vous voulez, en fait, nos économies, elles ont été impactées par la première restructuration de la dette grecque qui a eu lieu en 2011. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, ce qu'on appelait de façon très, très distinguer un haircut, c'est-à-dire en fait une annulation d'une partie de la dette grecque. Il y a des gens qui en ont subi les conséquences. Nos contrats d'assurance vie qui étaient dynamiques, ils ont été moins dynamiques à partir du moment où la Mais dette vous grecque... dites quand même pour l'instant rien à craindre. Pour l'instant rien à craindre. Bon. Si vous voulez concrètement, on a prêté environ 70 milliards à la Grèce. Si on ne récupère pas ces 70 milliards, ça veut dire qu'on a à payer les intérêts sur 70 milliards à la place de la Grèce. Ça fait 700 millions d'intérêts à payer. Mais pas de déstabilisation du système bancaire, c'est sans doute ce que suggère cette question. La Russie pourrait-elle aider une Grèce sortie de la zone euro? Oui. Oui. La Russie, elle essaierait de montrer qu'elle est là. Elle essaierait, mais les besoins grecs ne sont pas à la portée même de la Russie. La Grèce se porterait-elle mieux si elle n'était pas entrée dans l'Union européenne? Je crains que oui. C'est vrai? Oui. Par sa faute, hein, pas par la faute de l'Union européenne. Mais je veux dire, la Grèce, quand elle est entrée en Europe, était un pays qui était sain. À la place de la convergence qu'on avait espérée, nous avons eu la divergence. Ce qu'on peut dire, c'est que la Grèce a fait un mauvais usage des aides européennes et du coup, ça a objectivement affaibli la Grèce. Merci, messieurs. Merci.